Bonjour à vous, bienvenue à cette deuxième capsule où ce qu'on va parler de nos balises de détresse. Donc, allons-y de ce pas pour commencer. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous expliquer le système COSPAS-SARSAT, donc le système de satellites qui vont communiquer avec nos balises de détresse. Je vais aller très rapidement vous parler des types de balises de détresse, les fréquences utilisées, les identifications des aéronefs, donc qu'est-ce qu'on va transmettre comme information à nos fameux satellites, comment qu'elles vont se déclencher, parler brièvement aussi des antennes, comment qu'on va les installer, quelques petites particularités sur l'installation de nos balises. Et c'est pas mal ça, donc ça va faire le tour de notre sujet pour cette semaine. Donc, les balises de détresse, ça fonctionne avec le programme SARSAT surtout. C'est pour envoyer un signal de détresse, bien sûr, nos balises de détresse. Donc, nos satellites vont capter ce signal-là et en captant ce signal-là, on va pouvoir relayer le message d'urgence aux autorités puis aux systèmes de recherche et sauvetage. Donc, comme je disais tantôt, il y a plusieurs sortes de balises. Donc, nos satellites vont capter toutes les sortes de balises, que ce soit les portables personnels, pour ceux qui font du hiking, des expéditions. Il y a des balises aussi sur les bateaux et sur les avions. Donc, toutes ces balises-là font partie du même grand système SARSAT. Donc, le COSPAS, c'est le système russe qui fonctionne conjointement avec SARSAT, qui est pour Search and Rescue Satellite Aid Tracking. Donc, les satellites sont tout autour de la Terre. Il y a deux sortes de satellites, les géostationnaires et les léostationnaires. Donc, j'irai pas en détail, mais juste comprendre qu'il y a des satellites qui tournent autour de la Terre qui vont capter les signaux. Et on a une couverture d'environ pas loin de 100% de la surface de la Terre. Donc, peu importe où ce que la balise est déclenchée, il va y avoir un satellite qui va être capable de capter ce signal-là. Donc, rapidement, les satellites ici vont envoyer le signal à un LUT qu'on appelle un Local User Terminal, qui vont relayer ces signaux-là à des Maintenance Control Center pour ensuite contacter les Search and Rescue, les équipes de recherche et sauvetage finalement. Donc ici, recherche et sauvetage, c'est à Trenton que le centre canadien se situe. Donc, c'est le point de contact du Search and Rescue. Donc, les balises de détresse, c'est ELT, donc je pense que vous connaissez l'acronyme ELT qui signifie Emergency Locator Transmitter. Il y a plusieurs sortes d'ELT, sont toutes listées ici. Sur lesquels que je vais vous parler surtout, c'est les automatiques fixes puis les automatiques portables. C'est pas mal les deux seuls qui sont installés à bord des avions. J'ai une petite slide sur les déployables. J'ai jamais vu ça, mais ça existe surtout pour les hélicoptères. Donc, allons-y de ce pas sur les types de balises de détresse. Les balises de détresse vont toujours avoir une couleur assez vive, que ce soit jaune ou orange dans les teintes fluo. Les balises qui sont installées sur les avions sont souvent de type automatique, bien sûr, et portable. Donc, elles sont attachées seulement avec un genre de bande de velcro, comme ça, si on a à la déplacer parce qu'on s'est écrasé et on se promène, whatever, là, dans la forêt. Donc, on peut l'amener avec nous pour que les autorités de recherche et sauvetage puissent nous repérer, si je peux dire. Il y a des fixes comme ça ici aussi, qui restent quand même amovibles facilement. Et les fameuses automatiques déployables qui sont installées surtout sur les hélicoptères. On peut en voir une ici sur l'hélicoptère. Le ELT finalement c'est la POC qu'on voit ici. Donc, avec le panneau de contrôle sur l'hélicoptère, c'est souvent sur les hélicoptères ou les avions qui font de la surveillance maritime que ça va être installé. Ben, le pilote, s'il y a un problème, peut éjecter la balise de détresse qui va flotter sur l'eau. Donc, personnellement, j'ai jamais vu ça, mais ça existe. Donc, on n'en parlera pas plus qu'il faut.
Très important à retenir ici les fréquences qu'utilise le ILT. Nos balises de détresse vont fonctionner sur 121.5. Je pense que c'est une fréquence que ça fait longtemps que je vous parle. Donc, elle est à retenir. Et sur 243 MHz, donc facile à retenir aussi, c'est le double de 121.5. Donc, ça, c'est nos deux fréquences sur les gammes VHF et UHF sur lesquelles notre balise fonctionne. Et les balises à 3 fréquences qui sont en passant obligatoire présentement aujourd'hui, c'est 406 MHz, donc c'est la fréquence dans les très hautes fréquences que notre ILT va fonctionner. Donc 121.5, 243 et 406 MHz, 3 fréquences à retenir, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va transmettre? Pourquoi le 406 est rendu obligatoire sur toutes les balises de détresse? Le 406 MHz va nous permettre de transférer numériquement, on se souvient, les 0 et des 1, c'est pas analogique, c'est un signal qui est numérique. Donc, au satellite, un paquet d'informations qui sont super importantes pour les équipes de recherche et sauvetage. Donc, on va envoyer l'identité de l'aéronef en code 24 bits. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du numérique il y a quelques semaines, on parlait des codes 24 bits uniques pour chaque aéronef. Donc, ce code 24 bits-là va être envoyé au satellite et on va envoyer aussi la dernière position calculée par le système de navigation de notre système GPS. Ça fait que on a notre GPS qui va être, on va encoder le système, le signal, excusez-moi, vers notre ILT et l'identité ou l'identification de l'avion, notre code 24 bits ici va être envoyé à notre ILT qui est connecté sur une antenne. Le signal va pouvoir se rendre, bien sûr, à notre satellite. Donc, notre identité de l'aéronef est codée 24 bits. Donc, ça nous fait une possibilité ici de 16 millions et quelques possibilités de codage. C'est le même code 24 bits que nos transpondeurs modestes, que je vais parler un peu plus tard durant la session. Et les deux façons de l'encoder, ben, c'est soit programmé ou encodé par le manufacturier, donc à l'intérieur même du ILT. Donc, ça peut juste être installé sur un aéronef. On ne pourrait pas prendre cette balise-là pour la transférer sur un autre avion parce que le code ne pourrait pas suivre. L'autre façon, c'est par une programmation externe. Donc, c'est un petit connecteur qu'on va coder le code 24 bits avec des grandes ou des pins ouvertes, si vous voulez. Donc, on va coder notre 0 et nos 0 et nos 1 avec un connecteur externe. Donc, si je veux transférer une balise qui est à programmation par le manufacturier, avant de faire ça, ben, il faut que je renvoie la balise au manufacturier pour qu'il reprogramme la balise afin de l'installer sur un autre appareil. À programmation externe, on peut le faire nous-mêmes sur l'avion. On a juste à reprogrammer le code 24 bits en transférant la balise. Donc, des exemples de code 24 bits, c'est tout disponible, c'est public. Donc, on a juste à rentrer ici, exemple, l'immatriculation de notre appareil et le code 24 bits va être affiché. Ici, c'est un avion canadien, donc on est sur le site de Transport Canada. Donc, on a notre code 24 bits. On pourrait faire une petite conversion en hexadécimal. Est-ce qu'on se souvient comment faire une conversion en hexadécimal? Donc, ici, où on n'oublie pas, pour faire une conversion de binaire à hexadécimal, ben, je prends des paquets de 4 bits et je les transfère en hexadécimal avec notre table de conversion que je vous avais montré. Donc ici, dans ce cas-ci, ben, on aurait un C0368C. Et même chose si on a un avion d'immatriculation, par exemple ici américaine, je suis sur le site de la FAA. Eux autres sont plus gentils, ils nous donnent le code en hexa et en octal. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile à interpréter et à lire que des 0 et des 1. Donc, je pourrais vous demander, exemple de question d'examen, de me faire une conversion entre un octal, un code octal ou un code hexadécimal à binaire. Donc, si ici, je fais l'opération inverse, ben, je prends chaque symbole hexadécimal et je le mets en bits, en 4 bits. Donc, ça me donnerait en binaire ce code-là, qui est presque pas lisable comme ça, donc c'est beaucoup plus facile à lire quand c'est en octal ou en hexadécimal. Pardon.
Donc, pour déclencher un ELT, la façon la plus connue, c'est vraiment quand il y a un impact. Donc, il y a des accéléromètres à l'intérieur du ELT. Et en cas d'impact avec le relief, il devrait se déclencher tout seul. Bien sûr, il faut qu'il soit à la position ARM pour ça ici, pour que ça puisse arriver. Sinon, dans le cockpit, on a tout le temps nos interrupteurs de nos ELT comme ça. Donc, si, exemple, je pense qu'en laboratoire, je vous avais donné cet exemple-là, l'hélicoptère veut se poser, exemple, sur un étendu, un lac glacé, mais que finalement, la glace n'est pas assez solide et la glace cède et l'hélicoptère commence à couler dans le lac, la balise, l'accéléromètre, le G-switch n'aura pas déclenché, mais le pilote peut toujours mettre manuellement la balise en marche avec l'interrupteur dans le cockpit. Et bien sûr, ici, c'est un bouton test. Et il y a certains interrupteurs qui vont avoir la position off. Donc, on désactive carrément la balise avec cet interrupteur-là. Donc, déclenchement manuel aussi sur la balise comme tel, on a la position ARM, donc c'est la position qui devrait être par défaut. La position off, donc la balise est désactivée carrément, elle ne peut pas être activée, que ce soit par impact ou par l'interrupteur dans le cockpit. Et il y a le on, donc pour déclencher manuellement notre balise. Donc, très important, quand on manipule une balise, qu'elle soit toujours à off, donc on la met tout le temps à la position off ici pour la manipuler. Et surtout, si on veut l'envoyer, exemple, au manufacturier pour une reprogrammation, de la maintenance ou peu importe. Donc, toujours mettre notre balise à off quand on l'envoie chez un manufacturier. Très, très, très important lors de l'expédition ou le transport. Ici, excusez. Le déclenchement, comme je disais, par décélération brutale, donc par l'accéléromètre à l'intérieur, c'est par le G-switch, donc en cas d'impact. Très important ici, il y a deux types de balises. Donc, il y a des balises à déclenchement à axe unique et des axes multiples. Donc, à axe unique, comme on voit ici, c'est principalement des balises qui vont être installées sur des avions. Donc, ça nous indique le sens dans lequel il faut installer la balise. Et on a une balise ici à axe multiple, donc c'est quand on voit les 4 flèches dans les 4 directions. À axe multiple, ça peut être installé bien sûr quand même sur un aéronef, sur un avion, mais sont principalement installés sur les hélicoptères. Parce qu'un hélicoptère peut voler dans toutes les directions parce que c'est un hélicoptère. Donc, on va préférer mettre une balise à axe multiple sur un hélicoptère. Par contre, c'est possible d'installer un ILT à un seul axe dans un hélicoptère, mais elle doit être installée 45 degrés vers le bas par rapport à l'axe longitudinal de l'hélicoptère. Excusez. Donc, on voit ici, on a un petit angle de 45 degrés vers le bas, et comme ça, c'est légal d'installer un axe simple sur un hélicoptère. Il y a certaines balises que vous allez voir qui n'ont pas de position off. Donc, pour l'envoyer, pour l'expédier, on va mettre la balise à ARM et le pourquoi que cette balise-là ne se déclenchera pas dans le transport, parce qu'elle ne sera pas connectée. Donc, vous voyez ici à la droite de l'écran, ça prend un petit connecteur, un genre de jumper. Une fois qu'il est installé, ça met ma balise en fonction. Donc, pas de connecteur, pas de jumper. Je viens de désactiver mon accéléromètre à l'intérieur de ma balise. Donc, c'est la façon de faire. Si vous voyez ça, à ARM, vous êtes safe et la balise ne pourra pas se déclencher. Les antennes, j'ai des antennes à 2 fréquences et à 3 fréquences. Donc, les 3 fréquences, on voit que c'est une antenne pour les avions un peu plus gros. Donc, avions commerciaux ou d'affaires. 2 fréquences, c'est le petit fouet comme sur les Cessna. Mais aujourd'hui, toutes les balises de détresse fonctionnent sur les 3 fréquences. C'est dans les règlements. Donc, ici, j'ai quelques liens par rapport aux normes, les tests et les requis de quand on installe un ILT, quand on veut les tester, les requis d'inspection. Ce qui est important de retenir,
Là, j'ai cliqué là-dessus. Ici, ça donne le lien vers le site de Transport Canada au point de vue des normes de navigabilité et de test. Vous pouvez aller lire ça pour vos propres pour votre propre connaissance finalement. Mais ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est le moment quand est-ce qu'on peut faire un test de ELT. C'est interdit de déclencher une balise sans aucune raison. Donc, ce qui est important de retenir, une balise de détresse, un ELT ne peut être testé que durant les 5 premières minutes de l'heure. Donc, à retenir, une balise ELT seulement les 5 premières minutes de l'heure. Donc, exemple, présentement, il est 1h58 ici de l'après-midi. Donc, j'aurai le droit de tester ma balise dans 2 minutes. Donc, à 14h, j'aurai le droit de la déclencher de 14h à 14h05 et, bien sûr, seulement 5 secondes de temps. Donc, on veut pas que la balise fonctionne pendant trop longtemps pour que ça déclenche le processus de recherche et sauvetage. Donc, ce qu'on veut, c'est de tester 5 secondes, avoir seulement l'alarme pendant quelques secondes. Donc, à retenir, les 5 premières minutes de chaque heure, 5 secondes maximum. Donc, c'est marqué ici. C'est dans le RAC 571 annexe G. Et le RAC 625 annexe C, c'est les requis d'inspection, les intervalles et tout. Donc, depuis le 1er janvier 2002, toutes les balises qui sont installées sur un avion doivent fonctionner sur le 121.5 et le 406 MHz. C'est obligatoire. Donc, toutes les balises émettent sur 406. Et depuis le 1er février 2009, par contre, les satellites ne captent plus le 121.5. Il n'y a plus de signaux qui sont envoyés aux satellites sur 121.5. Les satellites vont seulement capter la fréquence 243 MHz et le 406. 121.5, pourquoi qu'on le garde? Ben parce que c'est une fréquence, on se souvient, VHF-COM, et elle va continuer d'émettre sur cette gamme de fréquences-là pour que les autres appareils et les tours de contrôle puissent quand même entendre l'alarme si une balise va se déclencher. Alors, les 3 fréquences, faut pas les oublier, 121.5, 243 MHz et 406 MHz. Donc, ça fait le tour des balises de détresse. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite présentation. Comme toujours, si vous avez des questions, comme sur le courriel que je vous ai envoyé au début de notre session en ligne, donc, vous avez mon courriel via Mio. Vous pouvez me contacter n'importe quand pour des questions. Et bien sûr, l'équipe Team, on va communiquer aussi beaucoup par ça. C'est un genre de petit chat. On peut faire des conférences vidéo. Si vous avez des questions, on peut faire ça par caméra à distance comme ça. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez juste une question, vous droppez votre question sur le forum. Je peux y répondre. Comme ça, toute la classe profite de la question et de la réponse. Donc, on va essayer de garder ça un peu vivant comme ça. Pour l'instant, c'est ce genre de petite présentation-là. Donc, à la prochaine. Je m'en vais préparer la prochaine petite capsule. À la prochaine.